Guillaume Soro est probablement l'étudiant le plus populaire de Côte d'Ivoire. Secrétaire général de la FESI, le syndicat étudiant ivoirien, il a été l'année dernière à la tête de tous les mouvements de grève. Son syndicat a finalement été reconnu il y a quelques mois, après une concertation générale avec le gouvernement ivoirien. Guillaume Soro, une figure emblématique de toute une jeunesse africaine, nous racontera son engagement qui date du lycée, ses déceptions et puis bien sûr ses espoirs pour son pays. Le magazine de l'éducation, Emmanuel Bastide. Réécoutez les entretiens incroyables de maturité du plus grand leader syndical et estudiantin de la Côte d'Ivoire avec la journaliste Sandrine David le 12 mars 1998 et le 20 mai 1999 sur Radio France Internationale. Des pièces d'archéologie politique monumentales. Bonjour à vous tous et bienvenue pour le magazine de l'éducation. Yodé, qu'est-ce qu'on fait? J'ai moyen qu'on dans ton dos ce soir, non? Ah, maman, ça ne réussit pas parce que moi-même, je n'ai pas gagné pour manger. Sans moyen réussi, petit. Mais j'ai quoi? Les cocos comme ça me charge. Depuis que le Zouglou a créé tout réussi pour nous, c'est que pour moi, ça moyen réussi ce soir-là. Ah, maman, pour toi, là, ça en brille maintenant. Baye, gogo, Baye, gogo, Baye, gogo, Il est rare qu'une musique représente aussi intensément la cause étudiante. Le groupe L'Enfant Yodé que vous entendez est un des groupes de musique Zouglou. Et pour la première fois en Côte d'Ivoire, une musique a réussi à rassembler la jeunesse au-delà des identifications par ethnie. Cette musique, c'est devenu un véritable hymne de revendication étudiante, l'année 97, la fameuse année blanche, tout particulièrement dans la capitale ivoirienne. Et il est assez rare qu'un étudiant aussi devienne en même temps la figure emblématique de tout un mouvement. Guillaume Soro, c'est le leader, le secrétaire général de la FESI, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, un syndicat qui est longtemps resté clandestin. Il a été dissous officiellement en 91 et en 1997. Eh bien, une grève de 6 mois des étudiants ivoiriens a donné lieu à de violents affrontements avec les forces de l'ordre. Les étudiants à l'époque réclament entre autres le paiement des arriérés de bourse et puis surtout l'amélioration, bien sûr, des conditions d'études. La révolte des étudiants a finalement été entendue. En octobre dernier, une concertation nationale sur l'enseignement supérieur a été organisée avec les étudiants, une table ronde. La FESI est du même coup autorisée à exister officiellement. C'est donc la fin de la clandestinité à ce moment-là pour Guillaume Soro, qui est devenu en même temps l'étudiant le plus populaire de Côte d'Ivoire et peut-être même d'Afrique francophone. Sandrine David l'a rencontré, elle a rencontré cet étudiant ordinaire au parcours hors du commun en compagnie de ses amis dans la cité universitaire de Vridi.
Maintenant que nous sommes officiels, je peux vous indiquer comme ça dans le VAC, mais nous avons fait nos clandestinités dans des quartiers populaires. Nous avons été cachés. Quelquefois, on était maquillés. Je suis sûr que même mes propres camarades ne me reconnaissaient pas quand je repassais devant eux. Mais ça, ce sont les tactiques, n'est-ce pas, du maquis et de la clandestinité. Il fallait se cacher et on se cachait. Et moi, on m'a recherché, n'est-ce pas, dans cette Côte d'Ivoire pendant plus d'1 mois sans me retrouver. C'était en quelle année? En 97. On m'a recherché plus d'1 mois sans me retrouver. Bon, j'ai été arrêté malheureusement parce que j'avais des contraintes. Il fallait que je fasse un meeting. Je savais très bien que je risquais l'arrestation, mais j'ai estimé qu'il fallait que ce meeting se tienne. Je suis venu. Donc, quand on repartait, que j'ai vu déjà les signaux qui avaient été faits par la police, j'ai compris que j'étais arrêté, quoi. Vous faites des études en quoi? Je fais des études en anglais. Je suis présentement en maîtrise d'anglais. Mais j'ai repris la licence parce que, en son temps, le ministre de la Sécurité, Ouassena, m'avait mis expressement en prison pour me donner leçons selon lui-même. Et donc, j'étais en prison lorsque les examens se sont déroulés à l'université. Et bon, je n'ai pas pu participer aux examens, donc j'ai repris la licence. Vous vivez comment? Et moi-même, n'est-ce pas, bon, aujourd'hui, avec l'aide de mes parents, je m'organise et puis je subsiste, je résiste, voilà. Et dans votre entourage, on est plutôt favorable à cet engagement, dans votre famille? Oui, écoutez, vous savez, quand vous vous engagez, n'est-ce pas, dans un tel combat, c'est vrai que aucun parent ne voudrait vraiment voir son fils livré, n'est-ce pas, ou du moins près des baïonnettes du pouvoir ou de se mettre l'appareil répressif de l'État contre soi-même. Aucun parent ne serait fier Mais écoutez, moi, peut-être que c'est une chance. Même si mon papa ne m'encourage pas pour dire vas-y, il ne m'empêche pas, n'est-ce pas, d'assumer mes opinions. Voilà mon avantage. Guillaume Soro a construit son idéal et sa lutte dans une chambre de cité universitaire, dans l'une de ces chambres étroites, sommaires, aux murs blancs, souvent partagées d'ailleurs par plusieurs étudiants, faute de logement universitaire. C'est là que Sandrine David l'a rencontré, après avoir fait un tour dans son ancien fief, une cité universitaire où loge maintenant la police, c'est le quartier de Yopougon, et où tout le monde, bien sûr, le reconnaît encore maintenant. Tout le monde se souvient de l'époque où des centaines d'étudiants manifestaient dans les rues d'Abidjan pour sa libération. J'ai conduit donc la grève jusqu'à ce que le 3 février, je sois arrêté. Mais sachez qu'avant mon arrestation, il y a eu pratiquement, voyez-vous, un mandat qui a été lancé contre moi. Il y a même eu des échanges verbaux entre le ministre de la Sécurité et moi-même, parce que je dirigeais une organisation dissoute. Donc, bon, évidemment, le 3 février, alors que je revenais de tenir un meeting au campus, de retour dans ma cachette dans la clandestinité, j'ai été arrêté par les forces de l'ordre. Vous avez été incarcéré? Oui, j'ai été arrêté le 3, j'ai fait 2 jours de détention à la DST qui est ici comme les géoles, le sous-sol, n'est-ce pas, du gouvernement ivoirien où ils détiennent les grands bandits. Et après, j'ai été conduit à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, la MACA, qui est la prison civile d'Abidjan. Et vous êtes resté combien de temps? J'ai fait moins d'1 mois, j'ai fait exactement 24 jours à la MACA. Quel souvenir vous gardez de cette période? Bon, écoutez, vous savez, quand vous êtes dans le maquis, quand vous êtes des clandestins, parce que c'est ça, nous étions dans la clandestinité, vous savez que ce n'est pas facile. Pour moi, la MACA a été un lieu qui m'a fortement marqué, parce que les conditions de détention sont très mauvaises. Donc, ce sont des situations que nous avons vécues, mais nous avons connu d'autres situations beaucoup plus difficiles que la MACA. Alors, entre nous, on se taquinait toujours pour dire que la MACA était pratiquement, n'est-ce pas, l'hôtel Ivoire, qui est le plus grand hôtel, n'est-ce pas, de Côte d'Ivoire. Pourquoi continuer à militer alors qu'il y a des événements si douloureux? Bon, écoutez, quelquefois, c'est vrai, certains de nos camarades ont estimé que nous étions presque fous de continuer ce combat, parce que moi, ça fait 4 fois que je connais les affres de la détention. Mais pour nous, c'est la conviction.
C'est vrai que dans la Bible, on dit la foi peut soulever des montagnes. Pour nous, la conviction, c'est le ferment. C'est quelque chose de solide. Et j'avoue que nous avons commencé ce combat depuis 1990 avec certains camarades qui sont tombés sur le front de lutte. Et je vous rappelais tout à l'heure qu'en 1997, il y a eu un étudiant qui a été tué à la cité d'Abobo. Et donc, dès lors que ces actes, j'ai dit, quand il y a mort d'homme, il faut aller au-delà. Dès lors qu'il y a ces morts-là, nous ne pouvons pas trahir la mémoire de nos camarades décédés. Vous avez été élu homme de l'année par le journal Ivoire Soir. Bon, faut dire d'abord que c'est avec surprise que j'ai appris que j'étais élu l'homme de l'année, n'est-ce pas, par Ivoire Soir. Et je dis tout de suite que si c'est la rédaction d'Ivoire Soir qui m'avait choisi comme l'homme de l'année, j'aurais refusé parce que ce choix-là serait tendancieux et subjectif. Par contre, ce sont les lecteurs, n'est-ce pas, d'Ivoire Soir qui m'ont élu comme l'homme de l'année. Or, les lecteurs d'Ivoire Soir sont des Ivoiriens, des citoyens ivoiriens. Par ce choix, donc, je conclus que la nation ivoirienne, en fin de compte, a compris le combat des étudiants. Et voilà la source de satisfaction que nous avons. Et ça a été publié le 6 janvier. Mais il se trouve d'ailleurs, nous avons appris que le prix, la remise du prix officiel qui devrait être organisée 2 semaines tout juste après l'élection a été bloquée, n'est-ce pas, par le ministre de la Communication, qui estime que le secrétaire général de la FECI n'est pas un modèle pour la Côte d'Ivoire et qu'il ne fallait pas faire de remise officielle. Et alors c'est ce qui explique que jusqu'à présent, la remise officielle du prix n'a pas eu lieu. La notoriété que vous avez, ça vous monte à la tête Écoutez, vraiment j'ai toujours lutté contre ça parce que vous savez, nous avons les expériences, n'est-ce pas, de certaines personnes qui se sont laissées prendre la tête, se sont laissées grossir la tête. Alors mon rôle au quotidien, ou du moins mon souhait au quotidien, c'est de lutter, n'est-ce pas, contre ce sentiment d'orgueil, de fierté, de triomphalisme béat. Vraiment, je lutte et je demande chaque fois à mon entourage donc de me rectifier chaque fois que je me tromperai. Donc vous, votre avenir, vous le voyez comment? Bon, écoutez, mon avenir, comme l'avenir, n'est-ce pas, de toute cette masse estudiantine, bon, est nébuleux, et je le dis franchement, parce que jusqu'à présent, j'avoue que je ne sais même pas ce que je ferai comme travail dans ce pays. Vous savez, ici en Afrique et en Côte d'Ivoire en particulier, on a bien l'impression, n'est-ce pas, qu'on va à l'école parce que pour peut-être faire plaisir à nos parents, parce qu'au bout, en définitive, il n'y a pas un emploi précis qui se dessine. Est-ce que vous n'avez pas l'impression parfois que l'action militante sacrifie un petit peu une vie personnelle? Ah oui, le militantisme vraiment impose un certain nombre de sacrifices. D'ailleurs, dernièrement, il y a une autorité de notre pays, ancien ministre de son État, qui a déclaré que Soro, que moi-même et mes amis, nous n'aurions jamais de boulot en Côte d'Ivoire. Vous voyez? Donc, déjà, quand on s'engage, on s'expose effectivement à ne pas se faire embaucher parce qu'on ne veut pas de rebelles dans telle ou telle entreprise. Ceci dit, il y a beaucoup de sacrifices à consentir. Et dans vos moments de détente, vous faites quoi? Bon, vous savez, même ces moments de détente-là sont un peu sacrifiés. Hein. Ça, je le dis. Quelquefois, je me dis que le syndicalisme nous vieillit très vite. Parce que on n'a vraiment plus le temps d'aller en boîte et autres. On ne connaît plus ces distractions, hein, pas du tout.
Donc vos rêves, vos aspirations, en faisant abstraction de l'environnement, de vos conditions, ce serait quoi pour l'avenir? Bon, mon rêve avait toujours été de devenir un enseignant à l'université, de militer au sein, n'est-ce pas, du syndicat des enseignants. Parce que je pense que c'est important, un enseignant, ce n'est pas seulement celui qui donne des connaissances livresques, mais celui qui donne une portion d'éducation. Et je pense que le milieu universitaire est le milieu qui peut demain sortir l'Afrique de son sous-développement. Et mon rôle est à côté de cette jeunesse-là pour amener à réfléchir, à donner, à orienter l'Afrique vers de meilleures solutions, vers un horizon meilleur. Guillaume Soro, un étudiant ivoirien pas comme les autres. Rendez-vous dans quelques années, Guillaume, pour le meilleur, on l'espère. En tout cas, on souhaite très très bonne chance à tous les étudiants ivoiriens. RFI, avec le monde de l'éducation, de la culture et de la formation. Par les temps d'amnésie hypocrite qui prospèrent en Côte d'Ivoire et en Afrique, les soldats de la mémoire doivent redoubler d'ardeur. On se convaincra ainsi par exemple que l'actuel président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire n'est pas tombé d'un arbre hier ou avant-hier. Sa cuirasse politique prend épaisseur dans une intuition profonde des choses publiques, dans un flair du sens de l'histoire, une capacité d'analyse et d'anticipation théorique qu'on aura rarement trouvé chez des gens de sa génération politique. Il y a longtemps en réalité que ceux qui scrutent la politique ivoirienne avaient découvert la dimension éthique, stratégique et politique de Guillaume Kébafori Soro. Parmi ceux qui ont vu monter Guillaume Soro dans le siècle, on retiendra sans difficulté la journaliste française Sandrine David, qui n'hésita pas à voir, dès 1998, en Guillaume Soro le plus célèbre des étudiants de Côte d'Ivoire et le leader de sa génération ivoirienne, et le leader de sa génération. Comme intriguée par cette figure de proue, Sandrine David creuse, dans 2 entretiens mémorables, l'énigme du personnage qu'elle découvre dans son espace naturel. Le peuple de Côte d'Ivoire en lutte pour sa modernisation politique, économique et culturelle après la disparition de la figure tutélaire du président Félix Houphouët-Boigny. La journaliste française, par plusieurs fois, n'hésite point à souligner, y compris par l'anecdote, sa fascination pour la force et l'enthousiasme populaire incarné par Guillaume Soro. Dans les entretiens qui suivent, que nous remettons à la disposition du public, on entend le jeune leader de la FESI, à 26 ans puis à 27 ans, désormais riche de son expérience de meneur d'hommes, procéder avec lucidité, ironie et dextérité dialectique à l'analyse des problèmes majeurs de son pays, de l'Afrique et du monde. On découvre dans la dynamique de l'entretien une pensée politique déjà constituée, un sens des réalités et une quête d'humilité permanente, mais aussi un courage politique trempé dans un caractère d'acier. On comprend aussi rétrospectivement pourquoi Guillaume Soro demeure, pour tous les problèmes fondamentaux qu'affronte aujourd'hui son pays, une ressource humaine incontournable. En particulier, celui qui devait diriger la résistance citoyenne ivoirienne contre l'exclusion du régime criminel de l'ivoirité dès 2001 aborde objectivement la condition des étudiants dans son pays, soulignant déjà les impasses qui déstabilisent encore le système universitaire ivoirien en 2016. Guillaume Soro analyse également les conditions de la lutte des Ivoiriens pour la démocratie et dédie à la jeunesse universitaire de son pays une fonction de vigile intellectuelle, de l'anticipation citoyenne et de l'égalité politique. Guillaume Soro analyse également les conditions de la lutte des Ivoiriens pour la démocratie et dédie à la jeunesse universitaire de son pays une fonction de vigie intellectuelle, de l'anticipation citoyenne et de l'égalité politique. Enfin, dans les entretiens que vous suivrez sans doute avec intérêt, Guillaume Soro offre une réflexion sur le tragique de l'engagement politique en Afrique, rappelant les dures leçons de ces années de détention, la prudence à laquelle la condition de leader politique astreint, mais aussi les incertitudes dont la lutte citoyenne est faite, puisque sans cesse, c'est bien souvent la mort violente qui attend ceux qui veulent changer la société en Afrique.
Guillaume Soro est ivoirien, il est l'ex-président de la FESI, le principal syndicat étudiant du pays. Il s'est confié à Sandrine David. Nous l'avions déjà rencontré en 1998, à l'époque où il était une figure emblématique de la lutte étudiante. Il avait déclaré sur cette antenne être menacé de ne jamais trouver de travail dans son pays à cause de son engagement. Aujourd'hui, bien, il se lance en politique pour rester proche des milieux étudiants, mais son rêve reste d'enseigner. Et puis nous ferons le point aussi dans l'actualité de la semaine sur les événements récents en Côte d'Ivoire. Le magazine de l'éducation, Emmanuel Bastide. En Côte d'Ivoire, on en est toujours au point mort dans les négociations entre les étudiants et les autorités ivoiriennes. Après plus de 3 semaines de troubles marqués par des mouvements de grève, des manifestations et la fermeture d'une grande partie des établissements scolaires et universitaires du pays. Le mouvement a été déclenché par le principal syndicat étudiant, la FESI. Les étudiants contestent avant tout leurs conditions d'études. Et il y a quelques semaines, nous diffusions un reportage sur le campus de Cocody à Abidjan et justement sur les difficultés de la vie quotidienne. Alors, revenons aujourd'hui sur ces difficultés. Il faut savoir qu'il existe tout de même une mutuelle étudiante qui tente d'aider les étudiants à plusieurs niveaux. Elle compte environ 5500 adhérents. Alors, nous avons en ligne à Abidjan Mamadou Ouattara, à la mutuelle étudiante de Côte d'Ivoire. Mamadou, bonjour. Bonjour, madame. Alors, vous êtes étudiant sur le campus de Cocody à Abidjan. Vous êtes étudiant en gestion, en sciences économiques. Et vous participez en tant que bénévole à la mise en place d'une mutuelle qui est aujourd'hui assez connue à Abidjan, qui est la mutuelle étudiante de Côte d'Ivoire. Effectivement, c'est la première mutuelle nationale des étudiants de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, comment elle vit? La mutuelle vit à partir de ses petites ressources, à savoir les adhésions, les cotisations annuelles, ce qui représente 2000 francs, soit environ 20 francs français. À l'heure où vous nous parlez, quelles sont les principales revendications des étudiants? Les principales revendications, c'est bien sûr le logement des étudiants, c'est la restauration, les bourses d'études, les prêts sociaux, les prêts scolaires qui ne sont pas acceptés dans la forme actuelle, les passerelles, le passage d'une formation à une autre après qu'on ait terminé sa maîtrise. Chaque fois, ce sont les mêmes problèmes qui reviennent depuis le premier secrétaire général de la FESI, à savoir monsieur Aïpo. Jusqu'à ce jour, c'est généralement les mêmes revendications qui reviennent. Et y compris au moment de Guillaume Soro et des grands troubles, c'était déjà la même chose. C'était déjà la même chose. Mamadou Ouattara, je vous remercie beaucoup. On vous souhaite bon courage, bien sûr, pour la suite. Je vous remercie, madame. Alors nous restons en Côte d'Ivoire, nous parlions tout à l'heure de la crise qui secoue actuellement les milieux étudiants dans les principaux campus. La FESI est le principal porte-parole des étudiants et pendant longtemps cette organisation étudiante était officiellement, je dirais, dissoute. Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, les étudiants sont un véritable lobby ou un contre-pouvoir, si vous préférez. Autant dire le cauchemar de tout ministre de l'Éducation. Et pas seulement en Côte d'Ivoire, au Niger, c'est la même chose, parce que les dégâts que peuvent causer les étudiants sont à peu près aussi importants que leur poids dans le budget de l'État. Alors pendant 4 ans, la FESI a été présidée par un étudiant particulièrement charismatique qui s'appelle Guillaume Soro. Il était le leader du mouvement en 1997 lors d'une grève qui a duré 6 mois avec des affrontements très violents avec le pouvoir. Et après une période de clandestinité, Guillaume Soro est devenu l'étudiant le plus populaire de Côte d'Ivoire. Depuis plus d'1 an, il a laissé son mandat à un successeur qui s'appelle Charles Blégoudet, qui lui a déjà eu d'ailleurs sa chambre plastiquée sur le campus, très agréable, en signe de bienvenue. C'est pour vous dire que c'est un poste qui n'est pas tout à fait anodin. Donc Guillaume Soro n'est plus présidente de la FESI, mais il a confié à Sandrine David ses convictions, ses projets, après 4 ans de lutte étudiante. Guillaume Soro. J'avais estimé à un moment donné que après 4 ans de gestion, il me fallait, n'est-ce pas, me retirer pour mieux aborder, pour mieux me concentrer sur mes études, pour finir et envisager, n'est-ce pas, d'autres perspectives politiques. C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'évidemment, on ne va pas faire toute notre carrière dans le milieu étudiant, dans le mouvement étudiant. Donc aujourd'hui, sur la scène nationale politique ivoirienne, il y a les partis politiques et tout ça, et nous pensons que par rapport à l'expérience que nous avons pu acquérir au sein de la gestion de notre organisation estudiantine, il était bon que nous envisagions maintenant, n'est-ce pas, comment reconvertir, n'est-ce pas, cette expérience-là sur le plan politique, en nous engageant politiquement, certainement dans un parti politique, pourquoi pas. Mais nous voulons pouvoir choisir, surtout dans la sérénité, parce qu'il ne faut surtout pas se tromper quand on s'engage politiquement. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose que les étudiants soient politisés et qu'ils n'ont pas plutôt à faire d'abord, c'est s'occuper de leurs études? Bon, je pense que je suis pour que les étudiants soient politisés. Pourquoi? Parce que j'estime que ces étudiants-là qui demain seront les futures élites. Je ne crois pas qu'il faille attendre 60 ans, 70 ans pour commencer à appréhender, à comprendre et à maîtriser les choses politiques. Je ne crois pas. Je pense que plutôt déjà à l'université, notre rôle doit être ça, d'interpeller les hommes politiques pour ne pas que les hommes politiques bradent notre pays. Parce que demain, de quoi allons-nous hériter? Et c'est ça le combat des étudiants. Et moi, je crois que les étudiants doivent comprendre les choses politiques. C'est important. Vous êtes toujours adhérent à la FESI? Oui, je suis toujours militant de la FESI. Vous savez, la FESI est devenue je ne dirais même pas presque, est devenue notre famille. C'est comme du sang qui coulait dans nos veines. C'est votre famille ou votre bébé? Enfin, je ne saurais dire, mais je pense que c'est ma famille, c'est plus ma famille, et puisque avant moi, il y a d'autres qui ont eu à créer la FESI. Je suis toujours militant et je suis de cœur avec la FESI, et ne soyez pas surpris si demain vous nous voyez encore sur le front en train de nous battre, parce que même tu deviendras fonctionnaire, etc., tout ce que tu veux, mais tu continues d'avoir, n'est-ce pas, cet amour, ce lien ombilical, n'est-ce pas, donc avec le mouvement étudiant. Ça, c'est indéniable. Nous avons près de 50 000 étudiants à Abidjan, et nous n'avons seulement que 9 000 chambres. Vous voyez l'inadéquation. Alors, je pense que donc c'est surtout préserver les acquis. Vous savez, c'est très important. Parce que quand vous acculez le pouvoir et que le pouvoir lâche du lest, mais aussitôt il réfléchit comment donc récupérer tous ces acquis donc, que vous avez vus pendant votre lutte. Donc la lutte est permanente. Et professionnellement, vous avez quels objectifs? Pour l'instant, je compte finir vraiment mes études. Mais comme je vous l'avais dit, mon objectif a toujours été donc d'être un enseignant, parce que je pense que l'enseignant contribue perpétuellement, continuellement, n'est-ce pas, donc à former une jeunesse, et je pense que c'est quelque chose qui est passionnant et formidable. Vous savez, chacun d'entre nous a été quelque part marqué, n'est-ce pas, par la subtilité, la finesse et l'intelligence d'un enseignant, et donc qu'on prend comme un modèle. Et je pense que dans ce domaine-là, il y a beaucoup de choses à faire. L'Afrique aujourd'hui, je pense, a de jeunes cadres qui comprennent qu'il faut que les choses changent. Et c'est en cela que nous pouvons nous permettre d'être optimistes, qu'un jour l'Afrique pourra se développer et pourra atteindre aussi, n'est-ce pas, l'ère de l'industrialisation. D'où vient ce sens de la mission, ce goût pour la lutte? Écoutez, vous savez, quand on est étudiant, c'est qu'on a franchi certaines étapes. Et je pense que l'université, c'est vraiment la dernière étape pour faire donc, pour passer à la vie professionnelle. Et je crois que les étudiants, historiquement, en tout cas, ont toujours été à l'avant-garde des combats des peuples. Ça, c'est indéniable. Vous savez très bien que même mai 68 qui a changé un certain nombre de choses, c'était sous la houlette des étudiants en France. Et ici, en Afrique, les étudiants ont beaucoup plus cette mission pour une simple raison. C'est que nos populations soient analphabètes. Et c'est les étudiants qui, donc, majoritairement, ont cette chance-là d'être lettrés, de comprendre, de comprendre certaines choses. Alors, leur mission doit être d'éclairer le peuple analphabète qui n'a pas certaines connaissances. Mais est-ce qu'il y a eu un événement particulier dans votre vie qui a fait que vous avez vraiment décidé de vous engager? Bon, disons que, vous savez, oui, moi, je pense que cet engagement est parti d'abord donc de ma formation quand j'étais encore jeune élève. Vous savez que j'ai fait le séminaire donc de Katiola. Et je suis très sensible, vous savez que la jeunesse est très sensible à l'injustice. La jeunesse n'aime pas du tout l'injustice. Et c'est ce que nous avons constaté. Je pense que pour la plupart d'entre nous, c'est ce constat d'injustice qui existe là, qui nous a amené
a pensé qu'il fallait que les choses changent et qu'il fallait qu'il y ait beaucoup plus d'équité, qu'il fallait qu'il y ait beaucoup plus de justice. Et ce que Guillaume Soro ne vous dit pas, c'est que lorsqu'il était en classe de 3e au séminaire de Catiola, alors qu'il se destinait donc à être prêtre, eh bien il a mené la première grève des élèves pour protester contre la nourriture servie à la cantine. C'était des nouilles tous les jours et c'était inadmissible. Et donc il s'est évidemment fait renvoyer. Voilà comment naissent les vrais plaies des ministères de l'Éducation.